Ouais, ok. On devrait y arriver. Bon. Oui. Bon, on parle toujours de l'épuisement, et je vais vous parler de l'épuisement des ressources naturelles. Et on oublie parfois de parler qu'il y a aussi l'épuisement, le nôtre, en fin de journée, l'épuisement des chercheurs qui travaillent aussi sur ces questions-là, en l'occurrence ce que moi j'appelle la géopolitique verte, mais sur Wikipédia, ça n'existe toujours pas. C'est juste une petite introduction. Le GRIP, vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, ça a déjà 40 ans presque. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, ce n'était que le groupe de recherche et d'information sur la paix. Et depuis, on a rajouté la sécurité. Pour une raison très simple, c'est une raison aussi culturelle. C'est-à-dire que le mot paix n'est pas forcément un mot qui est très porteur, notamment en français. Et c'est vrai que la question de la sécurité, ça fait maintenant 25 ans qu'on va pouvoir parler de sécurité environnementale. Oui, c'est le programme du PNUD en 1994. 1992 déjà, il y a ce document qui sort. Et d'ailleurs, je crois que ça a réveillé beaucoup de gens sur l'interaction entre la question de l'environnement et la question des conflits. Je vous dis des choses complètement basiques. Je suis désolé, mais il faut bien que je m'introduise. Et d'ailleurs, avec mes étudiants, quand ils parlent de développement durable, je leur dis oui, c'est intéressant d'approcher la question sociale, la question environnementale, mais après tout, ce sont aussi des questions d'enjeux de guerre et de paix. Et c'est de là-dessus que je vais avoir envie de vous entretenir aujourd'hui, si j'arrive à trouver le bon déclic. Oui. Alors ça c'est juste, toujours sur le GRIP, ça c'est l'axe de recherche sur lequel nous travaillons de plus en plus. Et effectivement, sur l'empreinte écologique des activités militaires, on pourrait en parler comme avec Bastien, parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, dans la mesure même, juste pour faire un petit résumé, que le Pentagone est quand même le premier consommateur mondial de pétrole. Ça, c'est... Si vous voulez, moi, ce que j'ai envie de réfléchir avec vous, c'est l'interaction qu'il y a entre les différents facteurs et différents moteurs d'insécurité dans le monde. Moi, je l'appelle la bande des quatre, mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse évaluer jusqu'à quel point ces différents facteurs sont liés. Moi, je vais probablement me concentrer sur la compétition pour les ressources et je dois vous dire que quand même le changement climatique ou dérèglement climatique est quand même vachement mieux médiatisé. La question de la marginalisation d'une majorité de la population du monde, on n'en parle pas beaucoup non plus. La question de la militarisation, elle est quand même aussi à prendre en considération dans la mesure où, lorsqu'on va voir la question de la compétition pour l'accès aux ressources, on s'aperçoit que c'est directement lié à la militarisation. Et c'est là que d'ailleurs je ferai une petite parenthèse par rapport à la thèse de Dominique Bourg. Je me suis plutôt aperçu que le complexe militaro-industriel n'a pas du tout l'intention de baisser son appétit pour les ressources naturelles, quand bien même il sait que ça risque de ne pas durer. Pourquoi ça fait ça? Ça, c'était juste un gadget. C'était pour vous concentrer. Et pour être sûr que vous êtes toujours vraiment présent. Alors, sur ces différents facteurs, oui, on va donc prendre comme exemple le plus caractéristique, en tout cas, c'est effectivement cette question de la gestion des ressources. Et pour en parler le mieux, je crois,
que je vais me concentrer sur un seul lieu géographique qui pour moi est désormais l'épicentre des prochains conflits et est probablement l'épicentre de tout ce qu'il y a comme conflictualité dans le monde. René Dumont parlait de, effectivement, l'Afrique est mal partie, mais au fond, il faudrait le dire autrement, il faudrait vraiment montrer jusqu'à quel point, dans la mesure où c'est une zone tellement stratégique, de toute façon, l'Afrique est vraiment très 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 mal barrée, parce qu'il n'y a personne qui va vraiment laisser les peuples africains se débrouiller comme ils voudraient. Et là encore, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre les différents facteurs, puisque vous avez effectivement, si on parle en termes de marginalisation, vous avez en Afrique, vous avez 8 sur les 12 États les plus fragiles dans le monde, comme par hasard, ils sont dans ce continent. Si vous prenez la question climatique, vous verrez aussi que c'est probablement là que l'on pourra repérer le maximum de victimes. Si vous prenez la question de la militarisation, j'y reviendrai après, mais enfin, c'est quand même en RDC qu'on a trouvé de l'uranium dès 1915. Et si on prend la question des ressources, on s'aperçoit que c'est quand même là que ça se passe, pour une raison très très simple, c'est que, ma foi, c'est 50% par exemple du cobalt qui se retrouve juste en RDC. Et on pourrait additionner les différentes matières dites premières qui servent principalement à faire marcher non seulement le complexe militaro-industriel dans le monde, mais aussi une grande partie de nos loisirs en tant que peuple dit civilisé. Djibouti est un bon indice, je pense. C'est vraiment là que c'est là que se concentrent, comme par hasard, la plupart des puissances émergentes. Et je vous liste là, j'essaie pas d'en faire trop en termes de diapos, mais enfin vous voyez quand même, ça mériterait d'ailleurs un documentaire sur ces nouvelles bases qui s'installent les unes à côté des autres. Et encore, on devrait en mentionner quelques-unes qui ne sont pas sur la liste. Je pense par exemple à une puissance émergente comme l'Inde, qui a décidé d'avoir des accords spécifiques avec la France, notamment pour pouvoir contrôler une partie de l'océan Indien, des bases que les Indiens vont pouvoir aussi profiter de certaines bases françaises, et réciproquement. Je pourrais aussi mentionner d'autres puissances qui ont probablement qui vont tous se retrouver dans cet espace. Alors il y a un aspect quand même positif qu'il faut noter, c'est qu'au moins le gouvernement de Djibouti a décidé de louer ces différents espaces et à des tarifs assez intéressants pour lui, ce que les Européens n'ont pas été capables de faire par rapport aux États-Unis depuis la fin de la guerre. Là, c'est un peu de poésie, mais on en a tous besoin. Et on a aussi peut-être l'impression qu'il y a ce que je suis en train de vous raconter peut aussi se mettre en musique, ce qui est quand même sympa. En termes de militarisation du continent, oui, vous avez là quelques petits indices. Africom est intéressant aussi. Africom, c'est depuis 2007, le 6e quartier général. Et c'est intéressant dans la mesure où, outre les problématiques bureaucratiques qui font que Madagascar n'est pas vraiment concerné parce que ça fait partie de la zone Pacifique. L'Égypte n'est pas concernée parce que l'Égypte, ça fait partie du CENTCOM. Mais enfin, Africom est quand même aujourd'hui, même si le QG se trouve toujours à Stuttgart, cherchez l'erreur, mais ils ont vraiment toujours essayé de s'implanter
en Afrique et de pouvoir coordonner leurs différentes bases. Au fond, grâce à Africom, on s'aperçoit aussi que pour les États-Unis, le continent est aussi un théâtre de manœuvres pour faire de l'antiterrorisme et pour s'implanter tout en ayant bien sûr des intentions officiellement bienveillantes en termes de coopération et de formation. Oui, je ne suis pas très original, j'ai transposé ici ou paraphrasé Yves Lacoste, mais je pense que ça s'imposait pour parler un peu de géologie. Et là où c'est intéressant, le grand pillage, vous connaissez peut-être. Le livre a fait beaucoup moins de bruit que son prédécesseur de 1972, mais qui émane aussi du Club de Rome. Alors le travail qui a été fait par certains chercheurs, mais qui est fait aussi par la Banque mondiale, qui est fait aussi par d'autres instituts internationaux, c'est de voir le degré de corrélation entre la question des ressources naturelles et la conflictualité. Vous vous rendez pas compte, mais c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Il y a 25 ans, on n'aurait jamais pu dire ça. Il y a encore 15 ans, on mettait en doute jusqu'à quel point il y avait cette corrélation entre justement cette problématique de jusqu'à quel point l'environnement est une étincelle. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est reconnu. C'est pour ça que je ne partage pas forcément le pessimisme de Dominique Bourg sur la défaite, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir à un autre moment. Alors, cette diapo qui vient comme ça, vous allez, doit aussi nous faire réfléchir sur le degré de militarisation. Et c'est important dans le rapport que la France entretient avec le continent africain, avec notamment ses anciennes colonies, puisqu'à partir de 1960, il y a eu quand même, tout en accordant l'indépendance, il y a eu quand même des contrats, des accords passés pour que tout ce qui était ressources naturelles dans le sous-sol soit quand même à l'intention de l'ex-métropole. Ça fait partie des accords qui ont été entretenus. Et là où c'est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point aujourd'hui, eh ben c'est un peu toujours la même histoire. C'est un peu la même histoire, et on voit même que, en dépit d'une révision de ces accords-là qui ont été menés par Nicolas Sarkozy, on retrouve quand même un certain, en raison aussi de la volonté de faire de la police dans la région, on s'aperçoit quand même que les Français sont toujours présents et de plus en plus présents. Et c'est important aussi, peut-être pour nous, tout simplement de se poser la question de ce décalage et aussi de cette façon dont des problèmes comme ceux qu'on a aujourd'hui ne sont pas des problèmes qui datent complètement d'aujourd'hui. Shinkolobye, bon, vous connaissez peut-être tout ça, c'est quand même l'union minière du Haut-Katanga, c'est quand même les années 30. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, d'ailleurs, je crois, à cette époque. Mais là, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui, qui est dans l'inconscient collectif. Avec Shinkolobye, il y a 30 000 tonnes d'uranium qui sont parties pour le projet Manhattan. C'est ça l'histoire de Shinkolobye. Et aujourd'hui encore, on se pose des questions sur la capacité qu'on va avoir, ou que vont avoir les Africains, de pouvoir complètement se débarrasser de cette tare qui a fait que l'Afrique, à un moment donné, a au fond été l'étincelle pour la nucléarisation du monde. Aujourd'hui encore, c'est 50% d'uranium qui
qui sont à destination de l'Occident. Le projet Manhattan, on sait comment ça s'est terminé, mais enfin, il y a le projet de dénucléarisation de l'Afrique a pris un temps incroyable. Là aussi, il faut bien voir quel a été le cheminement qu'ont dû faire la plupart des Africains aussi pour en arriver là. Là, vous voyez quelques dates qui sont intéressantes. Et probablement, ce qui est aussi très intéressant, c'est les dates qui n'y figurent pas, c'est-à-dire tout le travail qui a été fait, notamment, pour que certaines puissances puissent continuer à avoir du nucléaire, y compris, bien sûr, l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais si vous prenez juste l'exemple de l'île de Diego Garcia, là aussi, c'est intéressant. Vous avez à la fois l'une des plus grandes bases militaires dans le monde, et qui est justifiée, dont l'origine même est une affaire de nucléaire, puisque le deal qui a été fait par les Britanniques vis-à-vis des Américains, c'était de pouvoir, eux, avoir des sous-marins Polaris ou de les avoir à un moindre coût. Déjà, on était dans le low cost. Mais Diego Garcia, c'est aussi une base qui a permis de faire toutes sortes d'opérations militaires à travers le monde. Elle est bien située. Ça a permis en plus de virer tout le peuple Chagos à partir de 1962, au moment des premiers accords. Et les nouveaux accords qui ont été menés entre les Britanniques et les Américains permettent aux Américains de garder cette base jusqu'à 2036. Donc là, vous voyez comment ça se trame entre les différents pays, comment ça se trame notamment en termes de justification énergétique. Diego Garcia, à l'origine, c'était pour permettre aux anglo-saxons de pouvoir se ravitailler et notamment d'assurer l'approvisionnement énergétique. Ça, c'est le grand mot, c'est l'approvisionnement énergétique à travers le monde. L'OTAN utilise ce mot toute la journée pour justifier aussi son emprise dans certaines régions, y compris son emprise aujourd'hui en Afrique, via cette nouvelle organe de liaison qui est à Addis Ababa. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Et effectivement, on revient là à une autre histoire qui est toujours de l'histoire et qui montre jusqu'à quel point ça a été compliqué de pouvoir, encore aujourd'hui, parler de la capacité des peuples de disposer de leur propre richesse. Oui, Bandung, c'est 55, donc vous voyez, on est encore loin du compte, et on est encore loin de pouvoir aujourd'hui assurer quelque chose, même s'il y a eu des progrès. Vous avez, à partir de novembre 2018, la RDC a finalement décidé qu'elle disposait aussi de minerais stratégiques et qu'elle avait intérêt à l'afficher. Alors, oui, ça aussi c'est intéressant en termes pour nous de... c'est pas une conclusion, mais c'est plutôt une perspective. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, en termes notamment d'exploitation des ressources naturelles, ce qui se fait au niveau de l'Afrique en termes de militarisation, ce qui se fait aussi en Afrique en termes d'exclusion d'une partie de la population, et qui est au fond une sorte de... Bon, bref, c'est aussi un laboratoire pour d'autres sites stratégiques qui auront lieu. Pour une raison très très simple, c'est que vous prenez une zone comme l'Arctique, eh bien ça sera probablement le prochain endroit où on va pouvoir essayer de faire le maximum. En fait, l'Afrique, c'est aujourd'hui jusqu'à 2048. Si on a réussi vraiment l'entreprise de destruction et l'entreprise de pillage, on pourra ensuite aller voir ailleurs. Et 2048, ça tombe très bien, puisque le traité de l'Antarctique, avec le protocole de Madrid, va jusqu'à 2048. Et après ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Pareil pour les fonds océaniques. Et puis, on a encore d'autres magnifiques projets au niveau de tout ce qui est outer space, l'espace extra-atmosphérique,
sur lequel on est déjà en train de convoiter en ce qui concerne notamment tout ce qui est les futurs minerais ou les terres rares qui sont supposés contribuer à notre révolution technologique. Alors là, je suis rappelé à l'ordre, donc ça tombe très très bien parce que j'arrive vraiment vers la fin. Et effectivement, on s'aperçoit jusqu'à quel point on a encore un vrai problème pour pouvoir articuler ces différents facteurs d'insécurité. Les 4 que je vous ai mentionnés, ils ne sont pas de moi, c'est le Oxford Research Group qui en a parlé déjà il y a quelques années. Et je me suis quand même aperçu que tout ce travail qu'on est en train de faire, notamment sur la question du lien entre l'environnement, la question des ressources naturelles et la question de la sécurité, c'est encore très compliqué. Et effectivement, nous n'avons pas non plus réussi à ce que, au sein même des différentes élites, ici ou là, quand je dis ici ou là, ça veut dire notamment, par exemple, en Europe ou sur le continent africain, on n'a pas réussi encore à mettre en place un minimum de conventions, de traités pour limiter l'exploitation des ressources. On est absolument pas du tout dans cette problématique-là. Et c'est pour ça peut-être que la géopolitique verte n'est toujours pas là. Et c'est pour ça aussi que je me suis fendu d'un petit rapport pour le GRIP qui devait être aujourd'hui ici, mais qui sera demain à cause de FedEx, et qui essaye au fond de faire une sorte de récapitulatif un peu plus poussé, un peu plus fourni en chiffres et un peu plus argumenté sur le sujet que j'ai essayé d'aborder avec vous aujourd'hui. Et voilà.